Bonjour à tous, mon nom est Daniela Villers et ma capsule portera sur la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je vais d'abord faire un bref retour dans le temps pour vous mettre en situation et je vais conclure avec un aperçu global de la situation en Corée du Nord et en Corée du Sud. Tout d'abord, avant de parler des deux Corées, il faut savoir qu'elle était unifiée depuis le 7e siècle, mais qu'elle a connu de nombreuses invasions par la suite. Il faut comprendre que sa position géographique a été avantageuse pour les pays qui l'entourent, soit la Chine, le Japon et la Russie, et qu'elle représentait alors une voie de passage intéressante pour les armées notamment. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Je me suis d'abord intéressée au conflit qui a opposé l'Empire russe et l'Empire japonais entre février 1904 et septembre 1905, qui était en fait pour le contrôle de la Mandchourie, puisque c'est cette guerre qui va faire de la Corée une colonie japonaise officielle en 1910. La Corée du Nord, qui est alors annexée au Japon, a connu une politique d'assimilation qui s'est traduite par une acculturation japonaise totale, notamment au niveau de la langue, de l'éducation et de la religion, qui a été appuyée aussi, il faut le dire, par une forte propagande de la culture japonaise. Ça n'a pas été sans révolte des Coréens qui se sont rassemblés à plusieurs reprises, notamment lors du soulèvement du 1er mars 1919, qui était en fait une manifestation dirigée contre l'occupation japonaise et qui a entraîné des milliers de morts et d'arrestations. Bref, la Corée a connu une répression terrible et des conditions de vie difficiles durant les 35 années qui ont suivi son annexion au Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS entrent dans un conflit et vont s'affronter en fait à tous les niveaux, sans pour autant se déclarer officiellement en guerre, d'où le nom que va porter ce conflit, en fait, la guerre froide. On évite en fait à tout prix une troisième guerre mondiale, puisque du moment où les deux nations possèdent l'arme nucléaire, en fait, on entrerait en guerre nucléaire, qui est une chose qu'on évite. Les deux régimes qui s'affrontent alors sont le communisme et le capitalisme, et ce conflit va directement toucher la Corée. À travers la libération de la Corée, qui est sous domination japonaise depuis 35 ans, l'Union soviétique va occuper le nord de la Corée et les Américains le sud, et ce à partir de 1945. La séparation se fait alors au niveau du 38e parallèle. En 1950, l'Union soviétique encourage la réunification du pays, ce qui va en fait pousser les Coréens, les Nord-Coréens plus précisément, à se diriger vers le sud et donc à franchir le 38e parallèle qui vont se diriger précisément à Séoul. La guerre de Corée est alors enclenchée. Du côté sud, les Américains bloquent et repoussent cette attaque, premièrement en bombardant le nord, puis finalement en l'envahissant. Ainsi, ils vont repousser la ligne de front jusqu'à ce que celle-ci s'approche de la frontière entre la Chine et la Corée. C'est alors que la Chine va intervenir, lorsque Mao Tse-tung, qui est président de la République chinoise, va envoyer une centaine de milliers d'hommes au front. Il repousse de cette façon les Américains vers le sud. En 1953, le va-et-vient va cesser, en fait, va se stabiliser au niveau du 38e parallèle. Après de nombreux pourparlers, une armistice va être signée, puis une zone démilitarisée va être créée au niveau de ce fameux 38e parallèle. Cette zone va séparer, en fait, la Corée du Nord et la Corée du Sud sur toute sa largeur, soit 250 km. C'est d'ailleurs cette séparation qu'on connaît encore aujourd'hui. La guerre, il faut le dire, a occasionné des millions de morts, civils et militaires compris. Aujourd'hui, au niveau de cette zone, les deux armées se font face. La tension est toujours très présente, la moindre attaque pouvant déclencher un autre conflit. La zone démilitarisée aussi attire de nombreux touristes, mais qui restent bien évidemment du côté sud. Il est très difficile encore aujourd'hui pour des diplomates sud-coréens de se rendre en Corée du Nord, puisque c'est un pays qui est qualifié de totalitaire, qui est extrêmement fermé, qui est communiste et qui figure parmi les pays les plus militarisés du monde. Il faut savoir aussi que le pouvoir se transmet de père en fils depuis déjà plusieurs générations, le président actuel étant Kim Jong-un, qui succède à son père Kim Jong-il. Dans un récent rapport de l'ONU, on détaille les nombreuses atrocités qui se produisent dans le pays, qu'on qualifie de crimes contre l'humanité, et je cite, « meurtre, esclavage, torture, emprisonnement, viol, avortement forcé et autres formes de violence sexuelle, persécution pour des motifs d'ordre politique, religieux, racial ou sexiste, le transfert forcé de population, et j'en passe. » L'ONU estime que la communauté internationale se doit d'agir et en fait qu'elle doit assumer la responsabilité de protéger la population nord-coréenne, chose qui n'est pas facile vu la fermeture extrême du pays. La frontière
marque le contraste avec la Corée du Sud, qui est une république où le président est élu par suffrage direct et qui figure parmi les 20 premières puissances économiques mondiales. Bref, je dirais même en conclusion, les deux Corées ont connu l'influence et l'occupation de deux pays complètement différents, ce qui les a laissés avec des systèmes politiques et économiques diamétralement opposés. Merci de votre écoute.